Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de mon point lecture de l'été. Donc je vous ai présenté la moitié des livres la semaine dernière et donc du coup là je reviens pour vous présenter la deuxième moitié. Donc encore une fois, ce sont des livres que j'ai lus il y a maintenant plusieurs mois. Donc c'est un avis un petit peu à froid et si vous voulez mon avis un peu plus à chaud, je vous invite à aller voir sur le blog. Et puis sans plus tarder, je vais commencer puisque du coup j'ai 7 livres à vous présenter. Donc 4 que j'ai en format papier et 3 que j'ai lus en e-book, dont 2 qui étaient des lectures pour le PLIP 2020. Donc j'ai mon petit thé avec moi, ma bougie qui brûle derrière pour l'odeur et c'est parti. Alors fin juillet, j'ai lu Sur la route de Riverside de Sophie Cole, paru aux éditions Scrinéo. Donc on est sur un roman western, ça se passe en Arizona en 1884 et on va suivre Taylor qui à 10 ans assiste à l'assassinat de son père et qui depuis s'est promis de venger la mort de son père dont elle était très proche. On va la retrouver 9 ans plus tard. Entre temps donc elle a grandi, elle a gardé donc son envie de vengeance et elle s'est un petit peu préparée à ça en acquérant quelques talents qui lui seront bien utiles pendant son aventure. Et elle se lance enfin sur les traces du meurtrier de son père qui s'appelle Tom Cassidy. Et en chemin, en fait, dès le début de son aventure, elle va croiser la route de 3 hommes qui voyagent ensemble. Donc 3 cow-boys un petit peu hors la loi, qui font un petit peu les choses comme ils veulent. Et elle va s'intégrer petit à petit à ce trio qui lui a promis de pouvoir l'aider à retrouver Tom Cassidy. Et donc leur objectif c'est Riverside où Tom Cassidy est censé être, où elle est censée le retrouver. On va donc suivre principalement l'avancée des relations entre le trio et Taylor, comment elle va réussir à se faire accepter dans leur groupe, comment sa vengeance va trouver sa place dedans. Et surtout on va voir qu'on a un personnage qui s'est bien préparé finalement au monde des cow-boys puisque elle s'est bien montée à cheval, elle s'est tirée. Donc c'est une femme qui sait se débrouiller dans la situation dans laquelle elle s'est mise elle-même et qui a conscience de sa situation. J'ai donc beaucoup aimé, j'ai été bien prise dans l'histoire, j'ai aimé en fait le côté western et cow-boy qui est vraiment super bien, enfin ça met vraiment dans l'ambiance. J'ai aimé le personnage de Taylor, j'ai aimé en savoir un petit peu plus sur chaque membre du trio et surtout la fin était parfaite. C'est le genre de fin que j'aime beaucoup puisque alors je peux pas en dire trop pour pas vous gâcher la surprise, mais pour moi c'est une fin qui est cohérente. Et donc du coup, même si elle est un peu surprenante, elle reste cohérente et c'est ça que j'ai adoré. Donc j'ai beaucoup aimé ce livre, j'ai aimé l'écriture, j'ai aimé l'univers western, j'ai aimé retrouver cette femme cow-boy qui sait se débrouiller et qui a en fait toutes les qualités dont on a besoin pour être un cow-boy, pas parce que elle est exceptionnelle, mais parce que comme elle prépare ça depuis longtemps, et forcément elle s'y est préparée correctement. Donc voilà pour cette première lecture avant-dernière lecture du mois de juillet, mais première de ce point lecture, donc ça a été un très très bon moment passé aux côtés de Taylor et du trio de cow-boys à la poursuite de Tom Cassidy. J'ai ensuite lu Histoire dessinée de la guerre d'Algérie de Benjamin Stora et Sébastien Vassan. Donc Benjamin Stora est un historien qui s'est spécialisé dans la période de la guerre d'Algérie en particulier, qui est très connu pour ça, et Sébastien Vassan, donc c'est celui qui a fait les illustrations. Et alors je crois que je vous l'avais déjà montré dans le book haul, mais voilà, on a des illustrations avec des couleurs mais qui font un petit peu en effet, alors pas délavé mais pâle entre guillemets, qui vont très bien du coup avec le sujet. J'ai trouvé ce livre, cette bande dessinée extrêmement intéressante et très très bien faite, que du coup la guerre d'Algérie nous est expliquée par période. On a en fait une avancée chronologique avec les différentes phases de cette guerre d'Algérie, les différents points de vue aussi, puisqu'on n'est pas uniquement du côté des Français ou uniquement du côté des Algériens. On a vraiment les points de vue avec des unes de journaux dans les 2 pays. On a toutes les phases expliquées, mais aussi les mouvements politiques, tous les différents mouvements qui ont été mis en place à cette époque-là, les jeux de pouvoir. C'est très bien expliqué, il y a des témoignages, donc des témoignages réels, qui sont aussi ajoutés dedans régulièrement. Tout est basé sur l'histoire elle-même, rien n'est inventé, c'est des faits, c'est des faits, des situations, des témoignages, des unes de journaux, tout ça.
Et ça permet de mieux comprendre le déroulé de la guerre d'Algérie et les différents mouvements qu'il y a eu au cours de cette guerre et les différents partis. J'ai trouvé ça vraiment très intéressant et j'ai appris énormément de choses. Donc je pense que c'est un très très bon point de départ pour commencer à s'intéresser à la guerre d'Algérie. On a déjà beaucoup d'informations dedans, mais qui sont avancées de manière assez claire et facile à aborder grâce au format. D'ailleurs, si vous avez d'autres livres sur le sujet, que ce soit des BD ou des livres graphiques ou des romans ou des livres, des non-fictions, etc., n'hésitez pas à m'en parler, puisque du coup je cherche un petit peu plus d'informations sur le sujet pour me cultiver forcément sur l'histoire de mon propre pays. Si vous avez des recommandations, du coup, n'hésitez pas à me les donner en commentaire. Dans le cadre du PLIP 2020, j'ai aussi lu Les Brumes de Cendre Lune de Georgia Caldera, le tome 1. Toujours dans le cadre du PLIP, j'ai lu Féline de Stéphane Servan. Donc c'est le deuxième livre de ce roman que je lis, puisque j'avais lu Sirius pour le PLIP 2018 et j'avais beaucoup aimé. Encore une fois, j'ai adoré ce roman de Stéphane Servan. Et encore une fois, je trouve que les sujets qu'il aborde sont très intéressants. Donc dans Sirius, on était plus sur le rapport à la nature et l'environnement et le traitement des animaux et l'écologie. Et là, on est sur le côté féministe. Très très bien traité, j'ai beaucoup aimé. Donc on va suivre Louise, qui est une jeune fille de 16 ans, qui vit une vie normale jusqu'au jour où l'une de ses camarades change. Elle subit une transformation et elle devient une féline. Et petit à petit, d'autres jeunes filles commencent à subir cette mutation. Et forcément, le monde commence à s'inquiéter de cette différence, de ces femmes qui changent, du pouvoir que ça peut leur donner, puisque même si donc physiquement elles deviennent très différentes, puisqu'elles sont couvertes de poils, elles ont un côté féline, elles ont aussi leur odorat qui se développe, mais aussi leur force. Donc les hommes se sentent menacés, enfin les hommes avec un grand H en général, se sentent menacés. Donc on va vraiment dans cette histoire suivre le point de vue de Louise, c'est elle qui raconte. Et elle raconte comment ça a changé sa vie. Et vraiment en fait ce moment de bouleversement. On va voir les conséquences de la peur, du changement et de l'inconnu. On va voir le sujet du féminisme. Avec toutes ces jeunes filles qui pourtant n'ont que 16 ans mais qui déjà ont eu à subir beaucoup de choses de la part des hommes, donc agression sexuelle, hypersexualisation, tous ces sujets sont abordés, toutes ces jeunes filles commencent à l'exprimer, puisque d'une certaine manière le changement qui arrive en elles ouvre les barrières et leur permettent de pouvoir enfin s'exprimer. Et donc à travers ces personnages et différents points de vue, puisqu'on va avoir certaines félines qui vont être complètement contre les hommes, qui vont vouloir détruire les hommes, d'autres qui vont vouloir le faire, se révolter et se faire accepter en tant que féline pour pouvoir cohabiter, d'autres qui vont vouloir complètement se révolter, qui vont vouloir la guerre, d'autres qui vont vouloir être pacifistes. On va vraiment avoir plein de points de vue différents qui, d'une certaine manière, représentent les différentes facettes du féminisme. Voilà, comme on avait les suffragettes et les suffragistes, on a ici différentes formes de lutte de la part de ces jeunes femmes et parfois d'hommes qui participent au mouvement. Donc vraiment, je l'ai trouvé très intéressant ce roman, puisque on a le point de vue d'une jeune fille en particulier et derrière la voix de plein d'autres jeunes filles, et on va pouvoir aborder plein de sujets différents. Donc clairement le féminisme, mais aussi la peur de la différence, la manière dont chaque pays va réagir, la manière dont la religion va venir s'insérer dedans. Beaucoup de choses qui sont exprimées dans ce roman et que j'ai trouvé très intéressantes. Après ça, j'ai lu Toutes ces choses qu'on n'a jamais faites de Christine Higgins. Dans ce roman, on va suivre 3 jeunes femmes qui se connaissent depuis l'adolescence, puisqu'elles sont rencontrées à l'époque où tous les étés, elles allaient dans des camps pour perdre du poids, puisque ce sont 3 jeunes filles qui étaient grosses. Et on les retrouve 16 ans plus tard, à la mort de l'une de ces filles. Sur son lit de mort, Emerson va leur confier une mission, va leur extirper une promesse et de réaliser tous les éléments qui étaient sur leur liste. Donc cette liste, c'est quelque chose qu'elles avaient fait quand elles avaient 18 ans, où elles s'étaient fait toute une liste de choses qu'elles voulaient absolument faire quand elles auraient perdu du poids. Donc il y a des choses toutes bêtes comme sauter sur le dos d'un garçon, tenir la main de leur copain en public,
Voilà, plein de choses qui à l'époque pour elles leur paraissaient inatteignables à cause de leur poids et donc elles s'étaient fixées comme objectif quand elles auraient perdu du poids. Le truc c'est que 16 ans plus tard, quand Emerson leur donne cette liste, elles n'ont pas perdu le poids, elles ne sont pas arrivées aux objectifs qu'elles s'étaient donnés. J'ai trouvé très intéressant en fait qu'on retrouve ces femmes 16 ans plus tard et de voir comment elles ont évolué et comment surtout leur rapport à leur propre poids a évolué, l'impact que ça a eu sur leur vie et la manière dont en fait la mort d'Emerson et cette liste va pouvoir en fait les aider à continuer d'avancer dans leur vie. Donc on est sur des personnages, donc elles sont grosses, donc très clairement c'est une partie du sujet, donc on va parler de grossophobie, on va parler d'acceptation de soi. Mais on va le faire en fait de manière complètement naturelle puisque on est du point de vue de ces jeunes femmes et donc en fait ça permet de mettre en avant certaines choses que quand on n'est pas dans leur situation on ne réalise pas forcément, mais aussi de voir que en fait leur poids ne représente pas toute leur vie, ça ne les représente pas, ça n'a pas un impact non plus, ça a un impact mais ça ne définit pas ce qu'elles sont. Donc j'ai vraiment adoré découvrir ces jeunes femmes, les voir évoluer. On a aussi des flashbacks de Emerson à travers un journal. Je les ai trouvés très durs ces flashbacks, les moments dont elles parlent sont vraiment particulièrement durs et m'ont fait découvrir des choses que je ne connaissais pas. Mais à côté de ça, quand on suit Georgia et Marley, j'ai trouvé ça génial. C'est léger, c'est drôle, c'est divertissant et en même temps il y a de beaux messages contre la grossophobie. Après ça, j'ai lu Le secret de Mona de Patrick Bard. Dans ce roman, on va suivre en fait Mona, qui est une jeune fille qui s'occupe de son petit frère Justin. Et elle s'occupe de lui malgré le fait qu'elle ne soit pas majeure, mais parce que donc leurs parents ne sont plus là et Mona ne voulait pas être séparée de son petit frère, donc elle s'en occupe. Et elle s'en occupe pendant un certain temps, avant que un jour donc son frère soit pris d'une forte fièvre et donc elle l'amène aux urgences. Et sur le chemin, elle grille un stop. Et un policier l'arrête. Donc juste ce stop va changer les choses, puisque le policier qui l'arrête va être pris d'un doute sur l'âge de Mona et sur sa situation. Juste un petit doute qui va lancer les rouages de tout le système de protection de l'enfance, puisque derrière il va se poser des questions, il va chercher à en savoir un petit peu plus, et ça va petit à petit lancer tous les rouages. Le livre est assez court, il fait 176 pages, je l'ai lu d'un coup, je l'ai vraiment dévoré, j'ai été prise dedans, notamment parce que j'avais envie de savoir comment Mona en était arrivée là, comment elle était arrivée à ce jour précis où elle s'est fait prendre par la police, comment elle s'est retrouvée à s'occuper toute seule de son petit frère et comment elle s'est débrouillée pendant tout ce temps-là. Et donc toute son histoire va nous être contée par plusieurs interlocuteurs, puisque on va avoir donc le point de vue de Mona, mais aussi celui donc du policier qui l'a arrêté le premier jour, celui d'une assistante sociale, du maire, de l'adjointe au maire, de tout le réseau qui se met en place quand on lance un appel au service de protection de l'enfance. Donc j'ai trouvé ça très intéressant puisqu'on a vraiment les différents points de vue et surtout on essaye de voir un petit peu comment on a pu arriver là, comment on a pu laisser une jeune fille s'occuper de son petit frère pendant tout ce temps-là, sans que personne ne s'en soit rendu compte avant, et comment elle a pu se débrouiller toute seule en fait. Et j'ai trouvé ça très intéressant de voir du coup comment fonctionnent les choses, puisqu'on a un petit peu le côté juridique qui nous est présenté, on a le relationnel, etc. Et j'ai beaucoup aimé voir ça. Alors j'avoue que j'ai eu un petit peu de mal avec le style, la façon de s'exprimer de Mona. C'est chaque interlocuteur qui va du coup avoir sa voix, et on a celle de Mona qui est une jeune fille de presque 18 ans, déscolarisée depuis au moins 2 ans. Donc voilà, elle a une manière de s'exprimer qui finalement est logique, mais c'est pas forcément ce que j'aime lire le plus, mais j'ai trouvé ça très intéressant. Donc globalement j'ai vraiment adoré cette histoire, j'ai été prise dedans, je l'ai dévorée d'un coup. Et puis surtout, ça va montrer une réalité des choses où ce n'est pas enjolivé, on n'a pas des beaux moments tels qu'on voudrait les avoir à certains moments. On a la réalité, voilà, brute, parfois difficile, parfois un peu débile, un peu parfois triste, mais voilà, on a cette réalité des choses et j'ai beaucoup aimé ça. Le dernier livre que j'ai lu cet été, c'est Tout le monde n'a pas la chance d'être végane de Laurence Piot. Alors je dis le dernier livre, mais en fait j'ai dû lire au
milieu du mois d'août, je pense, parce que ce livre a été un gros déclic. Alors, dans ce petit manuel d'un véganisme pratique et pacifiste, Laurence Piot nous explique comment elle en est venue à devenir végane. Elle nous donne plein d'informations sur le véganisme, sur l'impact sur la planète, sur l'impact sur la santé. Voilà, en fait c'est un guide pratique. Dedans on va avoir par exemple tous les apports nutritionnels dont on va avoir besoin, on va avoir les apports nutritionnels que nous donnent les aliments. On va avoir aussi des informations concernant la consommation, ses conséquences sur, enfin la consommation de viande notamment, et les conséquences sur l'environnement. Voilà, il y a vraiment le côté guide pratique, le côté aussi argument, où elle explique elle comment elle en est venue à là, donc en expliquant, en donnant des faits, en donnant des chiffres, en donnant vraiment des informations qui sont concrètes, qui permettent de visualiser les choses d'un coup, beaucoup plus facilement, beaucoup plus directement. Donc elle nous donne toutes ces informations-là, elle nous explique elle comment elle en est arrivée là, mais elle le fait vraiment sans jugement, sans essayer de convaincre qui que ce soit de devenir végane. C'est vraiment si on s'intéresse en fait à la question du véganisme et qu'on a envie d'en savoir plus, qu'on est curieux ou qu'on a envie d'avoir un endroit où sont réunies les informations dont on pourrait avoir besoin, voilà, ce manuel est parfait pour ça, on a tout ce qu'il faut. Elle raconte vraiment son point de vue, comment elle en est arrivée là, en expliquant qu'il y a plein de formes de véganisme différentes, qu'il n'y a pas de véganisme parfait, qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais véganisme. Donc elle déculpabilise vraiment beaucoup, elle déculpabilise aussi les gens qui mangent de la viande ou qui ne sont pas véganes, qui sont juste végétariens ou voilà. Vraiment il n'y a pas de jugement dedans. Il n'y a pas de culpabilisation, ce sont juste voilà, des informations qu'elle donne, son point de vue, et en fait c'est une ouverture au dialogue en quelque sorte, pour ceux que ça peut intéresser, mais sans le côté braquer les gens en face. J'ai vraiment trouvé ça très bien fait, j'ai aimé le ton en fait qu'elle employait, parce que du coup ça ne culpabilise pas du tout et ça intéresse plus qu'autre chose. Elle cite aussi beaucoup de ressources qu'elle a utilisées, notamment un documentaire qui est sur Netflix que j'ai beaucoup aimé, qui s'appelle The Game Changers, puisque dans un chapitre elle parle du sport et du véganisme, et ce documentaire illustre très bien, donne des exemples très concrets et de manière très intéressante. Donc c'est vrai que je l'ai regardé juste après avoir fini le livre, et ça a fini de me convaincre. Dedans, elle répond aussi aux différentes questions qu'on peut avoir sur le véganisme, mais sans édulcorer, sans rendre les choses parfaites. Par exemple, elle va parler du problème de la vitamine B12, sans cacher que effectivement c'est une carence qui risque de se mettre en place. Elle va aussi parler du fait que certaines personnes ne peuvent pas être véganes pour des raisons de santé, tout simplement. Donc voilà, c'est vraiment... le véganisme n'est pas rendu parfait dedans, il est juste expliqué, documenté, et on a dedans en fait toutes les informations dont on a envie, dont on a besoin pour pouvoir se lancer si on en a envie. Il y a même des recettes à la fin du livre. Bref, j'ai trouvé tout ce dont j'avais besoin, sachant que personnellement donc j'étais déjà végétarienne depuis 4 ans. Mais je ne sautais pas le pas du véganisme malgré l'envie. Je savais que j'avais l'envie et les arguments pour, mais il me manquait un déclic, notamment parce que j'avais tendance à penser que c'était très compliqué et que ça allait vraiment changer beaucoup de choses dans mon quotidien et que ça allait vraiment trop compliquer les choses. Sauf qu'en fait, elle a réussi à me donner le petit déclic qui me manquait, pour me déculpabiliser si je n'y arrivais pas tout de suite, si je n'y arrivais pas du tout, ou si effectivement je trouvais ça compliqué. Mais en fait, avec toutes les informations réunies ici, j'ai réussi à faire ça, à avoir une transition du jour au lendemain, en fait, très simple, puisque 2 jours après avoir lu ce roman, je suis devenue végane. Et là, ça fait déjà plusieurs mois et il n'y a pas de... c'est pas compliqué finalement, je m'en sors très bien et j'en suis vraiment contente. Donc c'est vrai que le livre a été le petit coup de pouce qui me manquait, mais c'est pas forcément son but pour tout le monde, ça dépend où on en est dans le processus par rapport à ça, où on en est dans notre manière de penser, mais voilà, il est adapté quand même pour les personnes qui sont pas prêtes à passer le cap ou les personnes qui sont déjà véganes. Voilà, c'est un manuel, c'est un guide pour les gens que ça intéresse, et qui réunit beaucoup d'informations nécessaires. Et toutes ensemble, et le plus important surtout, sans jugement, sans culpabilisation, et je trouve que c'est très important et très intéressant.
Donc voilà, j'ai fini pour ce bilan de l'été partie 2. Du coup, bah, c'est fini pour le bilan de l'été tout court, puisqu'il n'y aura pas de partie 3, c'est bon, ça suffit. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres, si certains vous font envie, si vous en avez d'autres sur les mêmes thèmes à me conseiller. Voilà, dites-moi tout ça en commentaire. Sur ce, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo qui sera sûrement le bilan de Mi Pumpkin Autumn Challenge. Je vous ai pas fait les recommandations du Pumpkin Autumn Challenge au final, parce que j'avais pris trop de retard. Dites-moi en commentaire si vous voulez quand même que je vous les fasse ou si c'est trop tard. Voilà, je pense que c'est peut-être un petit peu tard. Dites-moi en commentaire et puis je verrai en fonction de vos réponses. Sur ce, je vous souhaite à tous de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt.